Bonjour Edouard, comment ça va? Bonjour, ça va super. Merci beaucoup de prendre un petit peu de temps, aujourd'hui. Comme je le disais avant qu'on enregistre, je pense qu'on n'a pas encore fait cet épisode que tu vas devoir revenir, malheureusement. Donc on te reçoit aujourd'hui pour Le Goût du Beau, donc qui est produit par Liseré Rouge, donc qui est cette plateforme où vous retrouvez tout ce qui touche à la mode. Avant de commencer, comme d'habitude, je tenais à remercier tous ceux qui nous suivent sur Instagram. C'est grâce à vous qu'on peut recevoir des gens de qualité comme Edouard aujourd'hui. Et donc, si vous avez le moindre commentaire ou conseil, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou sur notre forum. Euh, Aujourd'hui, Edouard, comme je te le disais juste avant qu'on commence, l'idée c'était de parler de ton parcours, de ton métier de directeur artistique notamment, de ton univers et de ta marque. Si ça te va, on peut C'est partir parfait. comme ça. Allons-y. Et donc, si déjà vous êtes en train d'écouter cet épisode, je vous recommande en même temps d'aller voir l'Instagram d'Edouard, qui est très, très beau et qui vous aidera, je pense, à comprendre son univers. Et je pense que vous prendrez autant de plaisir que moi à le découvrir. Est-ce que je peux te laisser te présenter brièvement? Et après, Oui. on enchaîne. Du coup, je m'appelle Édouard Sardin, j'ai 37 ans et maintenant ça fait bientôt 13 ans que je travaille dans la mode. Que dire de plus? Du sud-ouest de la France, de Dax. Je suis arrivé à Paris il y a 13 ans maintenant. Voilà. Est-ce que tu peux justement nous expliquer un petit peu ce qui t'a poussé à aller dans la mode? Il me semble que de ce que j'ai lu, il y avait déjà, ce sera un clin d'œil, mais un goût du beau de tes parents, il me semble, avec une certaine Ouais. sensibilité. Donc si tu peux nous expliquer un petit peu justement comment t'as grandi et qu'est-ce qui t'a influencé vers Alors moi, ce la monde. mode à la base, c'était pas gagné, parce que déjà, je viens d'une région où voilà, où la mode, c'est pas forcément la priorité. Et c'est surtout que dans mes études, je suis pas forcément parti dans la mode tout de suite. Bien au contraire, j'ai commencé par de la médecine. Dans 2 premières années de médecine, brillamment, pardon, raté. Mais bon, ça apprend quand même beaucoup de choses sur la vie, sur de la méthodologie, sur de la rigueur. Donc ça me servira beaucoup après. Ensuite, j'ai fait une école de commerce, un peu basique. J'étais un peu perdu, comme à peu près tous les gens de mon âge. Je savais pas trop ce que je voulais faire. Et du coup, je me suis lancé un peu dans le vin. Ça m'a pas plu non plus des masses. Et ensuite, après, moi, j'ai toujours eu cette envie de créer des choses. Donc, ça a commencé par le travail du bois avec mon père, où j'ai commencé à faire des planches de skate, des battes de baseball. J'ai commencé à faire des décos pour les planches de skate de mes potes. Du coup, j'avais voilà toute cette envie de créer, cette envie créative qui bouillonnait un peu en moi, mais sans jamais me dire, sachant que j'étais hyper nul en dessin, me dire que j'allais peut-être en faire quelque chose. C'était vraiment juste pour le plaisir. C'est là où j'ai commencé du coup à faire un peu des dessins un peu sur Illustrator avec Photoshop, etc. Donc ça a venu très 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 en amont. Tu t'es formé tout seul? Je me suis formé tout seul, voilà, avec des forums, des tutos. Au début, c'était vraiment quand je retrouve des choses comme ça, c'était vraiment pas ouf. Et mon père, voyant que j'aimais beaucoup ça, m'avait offert à un anniversaire. Il avait en fait pris un design que j'avais fait, et je m'en souviens très bien. En fait, c'était le logo de la NBA, et à la place du joueur de basket, c'était une planche de skate parce que j'étais un gros skatos à l'époque. Et il l'avait fait sérigraphier sur un t-shirt. Donc ça vient un peu de là, Sympa. cette envie un peu, ce premier pas un peu dans la mode. Aussi grâce à mes parents, comme je le dis un petit peu dans le à propos sur Edma, ça vient de mes parents qui sont des gens hyper chics, qui s'habillent toujours bien, c'est toujours les bonnes couleurs. Il m'a toujours dit, cette couleur, tu la mets pas avec ça, cette matière, tu la mets pas comme ça, les chaussures, c'est ça avec ça. Donc inconsciemment, j'avais quand même déjà ce petit training mode qui, euh, qui, euh, qui était là quoi, de la plus tendre enfance. Eux sont dans des professions artistiques ou pas Non, du pas tout? du tout, pas du tout. Pas du tout. Mon père, maintenant, il est à la retraite, il a bien mérité.
Et non, il était chef d'entreprise dans une entreprise qui travaille pour la grande distribution. Donc, tu vois, vraiment rien à voir avec ça. Et mes parents, ma mère a toujours une fibre très artistique. Elle dessine super bien. D'ailleurs, elle l'exploite pas assez. Maman, si tu m'écoutes, vraiment, refais beaucoup de dessins parce que tu es vraiment forte. Et ma petite sœur aussi. Ma petite sœur aussi qui m'influence beaucoup et qui, elle, est pour le coup une artiste. Donc, C'est ça justement, bah, on peut, si tu veux, on peut en parler maintenant, mais justement parce qu'à un moment tu le mentionnes, ouais, peut-être aussi dans la propos, dans ouais, une présentation de ta marque, ouais. et tu dis qu'elle t'influence beaucoup et que tu as un gros respect aussi pour Ouais, ouais. ce qu'elle Bah, fait. ma sœur, c'est une machine. Elle sait faire tellement de choses. Elle a un parcours, il est indéfinissable. En vrai, elle a fait l'école de la Cambre, qui est une super école à Bruxelles. Du coup, elle y vit toujours. Et elle fait tout, quoi. Elle est de la sculpture, de la peinture, elle retape des appartes avec son mec, genre elle fait du gros œuvre, elle a un crew d'artistes, elle fait des savons, elle fait tellement de choses, elle fait des résidences, elle a fait des résidences un peu partout dans le monde avec son crew d'artistes. Franchement, c'est une source d'inspiration. Ouais, elle s'est faite toute seule. Genre, ouais, c'est une personne assez incroyable. Faudra qu'on la reçoive. Ah ouais, ouais. Bah, elle habite à Bruxelles, mais, Ok, mais on elle pourra serait, se elle serait déplacer. ravie. Oui, donc c'est comme ça que ça a Donc, commencé un petit peu. donc c'est comme ça que j'ai toujours été entouré de gens hyper créatifs, en fait, finalement, et des gens qui avaient ce goût du beau, tu vois, genre des belles choses, des belles matières. Alors mon père, c'est assez classique, mais c'est beau, c'est bien porté, c'est toujours impeccable, le costume parfait, etc. Tout est impeccable. Et du coup, voilà, un petit peu comme ça, parce que là, j'essaie de retomber sur mes pattes. En fait, la mode est venue petit à petit comme ça. Et moi, entre-temps, quand j'étais étudiant, j'avais créé la phase numéro 1 d'Edma. Ça s'appelait déjà Edma. Je devais le faire avec ma sœur pour avoir le côté vêtements et le côté un peu artistique et d'art et de mélanger les deux univers, en fait, qui était assez chouette. D'accord. C'est Et comme ça que vous avez trouvé le nom? c'est comme ça qu'on a trouvé le nom. Mais du coup, malheureusement, elle n'a pas pu bosser avec moi sur le projet parce que voilà, je pense que ça prenait un peu de temps. Et puis voilà. Donc c'est ça, en fait, c'est qu'elle s'appelle Marie. Elle s'appelle C'est Marie, ça, et et du donc coup, Édouard Edouard. et Marie. Mais bon, on n'a jamais pu vraiment concrétiser le projet ensemble. Mais j'ai voulu garder le nom parce que je le trouvais assez catchy. Et voilà, et je trouve il sonnait bien un peu en plus dans toutes les langues. Donc ça, c'est assez chouette. Donc là, c'était les prémices d'Edma. J'étais encore étudiant. Mais c'était pour m'amuser. Je faisais des t-shirts pour les potes et des sweats. C'était cool. Et ensuite, du coup, ma première vraie expérience, c'est mon avant-dernier stage que j'ai fait chez Maison Standard à l'époque avec Uriel Carcenti, qui venait de créer cette marque. Il était tout seul, donc on était tous les deux. Et c'est vraiment là que moi, j'ai vraiment mis un vrai premier pas dans la mode. C'est là où j'ai appris le métier de développeur, en fait, tout un tas de métiers en fait, liés à la mode, mais parce qu'en fait, on n'était que deux. Du coup, on faisait énormément de choses et ça, c'était vraiment hyper chouette. Et comment ça se répartissait entre vous? Parce qu'il me semble que toi, ton rôle, enfin, en tout cas, c'était défini comme product manager. Ouais, en fait, en Comment- fait je m'occupais de ce qui a été en fait mon premier métier dans la mode, qui était en fait chef de produit. Donc maintenant, c'est scindé en développeur et merchandiser, mais à l'ancienne, en fait, on faisait un peu tout. Donc ça regroupe la partie développement produit, donc en relation avec les fournisseurs, les protos, les commentaires de protos, etc. Et la partie aussi un petit peu analytique, en fait, où on analyse un peu, après, bon, plus tard, je reviendrai dans mon autre expérience, pardon. Il y a une partie un peu analytique, chiffres, est-ce que les ventes de showroom, s'il y a un showroom, les ventes en boutique, s'il n'y a pas de showroom, pour essayer en fait de faire le plan de collection parfait, idéal. À ce moment-là, donc, tu es en Là, je master suis en master 1. fashion marketing, Ouais, c'est ça? exactement. Et donc là, c'est un métier quand même assez technique que tu fais. Et c'est un métier assez technique et c'est là, ce qui était cool, c'est de commencer par parce qu'il y avait à l'époque, il devait y avoir peut-être 5, 7, 8 références peut-être maximum. Donc en fait, c'était des produits assez simples. C'était du jersey, donc t-shirt, sweat, hoodie et quelques chemises et des ceintures. Donc c'était des produits assez simples, mais parfaits pour commencer le métier. Et du coup, Uriel, que je remercie beaucoup de m'avoir donné la chance, parce que sur le papier, je n'avais aucune expérience et je m'étais pris un peu des refus de beaucoup de marques. Et du coup, je m'étais dit, commencer par une petite marque et les fondamentaux, c'est parfait, quoi.
Parce Et que, ouais. parce que ça, tu l'as appris pendant le master ou pas du tout? Non, en C'est fait, ça. pendant les masters, on apprend plutôt du savoir-être, mais pas du savoir-faire. Le savoir-faire, pour moi, c'est sur le terrain. Le savoir-faire, voilà, c'est quand on est dans le dur, quoi. On est dans la marque et qu'on travaille vraiment au quotidien. C'est là où on apprend, en fait, les bases du métier. Nous, on a appris du savoir-être et on a appris quelques petites bases en marketing. On a appris à se servir d'Excel. On a appris, en fait, à avoir plutôt un raisonnement, une logique. Mais le savoir-faire, donc clairement, on peut pas l'avoir. Ils peuvent pas nous le donner en école. C'est impossible parce que les cursus sont trop courts. Et pour moi, c'est du quotidien. C'est travailler avec des gens, poser toutes les questions bêtes qu'on a envie de poser, mais pour progresser et faire. On est une éponge à cet âge-là, en fait. Donc, en fait, tout ce qu'on nous dit, on le prend et on le garde, quoi. Mais pour moi, c'est sur le terrain. C'est pas à l'école. À l'école, c'est plutôt du Ok. savoir-être. Donc c'est Uriel qui t'apprenait justement à tout ce métier de Ouais, bah prototype, surtout lui, choix des il avait une matières. super belle expérience. Il avait bossé assez longtemps chez Barbara Buis et aussi il était avocat avant, donc il avait une rigueur aussi et c'était vraiment une belle première expérience. En plus, il est adorable et du coup, je lui posais, moi, je pense que je lui posais 58 questions par jour parce que j'avais soif d'apprendre, j'avais envie de savoir. Je voulais apprendre les tissus, je voulais apprendre comment fabriquer un vêtement. Je voulais parler aux usines, je rencontrais les usines avec lui. Donc ça, c'était vraiment super chouette. Et donc ça, c'était Maison Standard. Ouais, Donc après, donc tu termines tes études ouais. en 2000. Après, du coup, je fais mon master 2 et du coup, stage de fin d'études. Et donc là, du coup, la chance, peut-être un peu la chance de ma vie en vrai, c'est qu'un des investisseurs de Maison Standard était Nicolas Santiveille. Nicolas Santiveille, que tout le monde connaît, c'est une énorme machine et qui est quelqu'un de profondément humain et qui est investisseur. Donc, je l'ai rencontré un jour à un déjeuner et du coup, j'ai demandé à Uriel, est-ce que tu penses que je pourrais peut-être poser mon CV chez Ami parce que la marque, moi, elle me fait vraiment kiffer. On était en 2000, fin 2013 et Et donc la marque avait 2-3 ans la à ce marque moment. avait même pas 2 ans, je crois. Ouais, Et je crois que c'est 2010-2011. ouais, c'est Et donc ça. voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc Nicolas Saint-Yves, il a quand même une grosse expérience. J'aimerais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il était chez The Couples. Ouais, Il s'est occupé d'eux et après il a effectivement rejoint Ami. ouais. Et donc je crois que c'est toujours d'ailleurs aujourd'hui le PDG de. C'est toujours le DG de Ami. Et en fait, Nicolas, avec qui on s'était bien entendu à l'époque, du coup, a donné mon CV à la directrice de collection, Charlène Chapelle, et d'ailleurs, fun fact, je travaille toujours avec elle, parce que maintenant, elle est chez Bonne Gueule. Et du coup, j'ai commencé mon stage là-bas. Et alors là, moi, j'étais comme un gosse, rencontrer Alexandre Mathussi, être avec Nicolas Santiveille. Donc, à l'heure actuelle, c'est quand même deux énormes poids lourds de notre industrie. Exactement. Et À ce moment-là, il y a combien d'employés chez Ami qu'on se je rende crois compte? qu'on est 10 ou 12 à l'époque. Punaise. Et moi, je rentre au service produit. Du coup, j'étais en chef de produit junior, en stagiaire. Ça s'est hyper bien passé. Et alors là, c'était fou parce que du coup, défilé, c'était une autre stature. C'était voilà, une marque luxe, une marque qui défile à la Fashion Week. Moi, j'étais comme un fou. J'avais hâte d'aller travailler le matin. Voilà, c'était vraiment le parcours rêvé pour moi à ce moment-là, quoi. J'étais trop content. Et du coup, Alexandre gagne le prix de l'Andam. Donc, du coup, ce qui me permet d'être embauché juste derrière. Donc, j'ai fait stage et directement en CDI. Et ça, c'était genre, je crois que sur 70 de ma promo, j'étais un des seuls à signer un CDI, je crois, à cette époque-là. Donc, c'était vraiment trop bien dans une marque géniale comme ça. Surtout que à l'époque, moi, j'avais eu le choix entre Balenciaga et Chanel pour un stage et Ami. Et du coup, je me souviens que mon père m'avait dit, c'est super, Balenciaga et Chanel. Par contre, je pense que Ami, il y a un vrai truc. Et c'est un peu un coup de poker, mais si ça cartonne, ça cartonne. Et je pense qu'il n'a pas eu tort. Parce Bah, il que a été très, il a été maintenant, c'est un succès. très bon conseil. C'est un Parce succès que de c'est ça, ouf. c'est qu'à l'époque, la marque n'avait pas encore explosé. Non, la marque, elle n'a pas explosé. C'est une marque qui était un peu parisienne. Ouais. Il y avait déjà le gros logo? Non. Non, non, non. Non, Le, c'est le ça. Amilcar est venu bien après. Mais non, non, il n'y avait pas, Donc c'était assez il y avait pas le gros confidentiel. logo, Donc. c'était assez confidentiel, il y avait des défilés, c'était juste magnifique. Enfin, moi, j'avais envie de m'habiller que en ami.
j'avais pas les moyens à l'époque, mais bon, heureusement, Alexandre était trop cool. Il nous donnait des fringues un peu parce que voilà, on aimait tellement nos produits, c'était nos bébés, quoi. Donc, de temps en temps, il nous faisait un petit cadeau, c'était cool. Mais non, donc c'était un peu un pari de carrière parce que c'est vrai que les deux autres mastodontes à côté, alors j'aurais pas forcément été embauché, mais c'est vrai que sur le CV, c'était lourd, quoi, pour un stage de fin d'études. Et non, mais du coup, Ami, je suis trop content parce que du coup, j'y ai passé 6 ans et demi. Et c'est vraiment là où je me suis développé en tant que personne. Et surtout, c'est là où je me suis dit que j'avais de la chance que mon métier devienne une passion et que je vienne avec le smile tous les jours au travail, avec des gens juste incroyables. À l'époque, j'avais l'impression que c'était un peu une dream team qu'on avait, quoi. Le studio, la collection, tout. Enfin, les équipes, on était tellement liés, c'était trop bien. On était avec Alexandre. Être proche d'un DA, c'est pas donné à tout le monde parce que dans plein de marques, quand on travaille, même quand on travaille au studio, on travaille pas forcément avec le DA. Et là, moi, en tant que développeur, j'avais la chance de faire des réunions avec Alexandre dans son bureau et c'était fou, quoi. Franchement, Justement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi consistait le métier, quelles étaient un petit peu les étapes de la création de chez Ami? Moi, j'étais chef de produit. Donc, en gros, la genèse du produit, c'est Alexandre, c'est le studio. Donc, du coup, ça part des envies d'Alexandre, ça part de mood board des stylistes. Ensuite, après, il dessine. Nous, à côté, en tant que chef de produit, en parallèle, on fait ce qu'on appelle un plan de collection. Un plan de collection idéal, c'est-à-dire dans chaque catégorie, le bon nombre de modèles, dans le bon nombre de tissus, dans les bonnes couleurs. En Ça, gros, comment c'est tu ça. le détermines? Ça, c'est déterminé par une étude du marché, donc un petit benchmark. Ensuite, regarder un peu les trends, parce qu'il y a quand même des gros cabinets de trends maintenant qui sortent des choses. Il ne faut pas les regarder à 100%, mais ça donne une bonne idée quand même. Et ensuite, les chiffres. Donc, alors, quand c'est les premières collections, forcément, c'est un peu les envies du DA et qu'est-ce qui fonctionne en ce moment sur le marché. Mais en fait, plus les saisons passent, en fait, on a beaucoup de data et toutes ces datas sont hyper intéressantes à traiter. Nous, on regarde qu'est-ce qui a été vendu au showroom et ensuite, on regarde aussi qu'est-ce qui est vendu en réel parce que ça, c'est important. Donc, si on a fait 4 pantalons, sur les 4 pantalons, il y en a 3 sold out et un qui marche pas trop, celui-là, on va pas forcément le remettre dans le plan de co. Même si c'est un des préférés du DA, on peut lui expliquer que on peut en faire un, et on va plutôt baser les quantités sur les autres. Et donc voilà, donc on bâtit ça entre les trends, le benchmark, donc l'étude du marché, et aussi les envies stylistiques du DA et ce qui a marché les saisons d'avant. Voilà, c'est comme ça qu'on bâtit un plan de co un peu idéal. Donc en fait, le DA dessine, mais vous lui donnez des guidelines sur ce qu'il faudrait dans la collection idéalement? Alors nous on est plutôt, nous on est plutôt les vilains petits canards qui disent ouais, ça c'est hyper beau. Par contre, il faut pas qu'on mette tous nos œufs dans le même panier. Et en fait, il faut toujours surtout des marques comme Ami qui sont à la fois des marques commerciales et des marques images. C'est ça qui était un peu dur, mais qui était cool comme exercice. C'est que nous, en tant que chef de produit, il fallait qu'on arrive à faire un savant mélange de pièces images, donc qui vont être du défilé, qui vont être pour la presse, pour les éditos, et aussi des pièces commerciales. Parce que du coup, malheureusement, les pièces, moi j'adore les pièces folles, mais les pièces folles, c'est pas ça qui nous fait manger. Donc il faut aussi voilà, avoir des pièces un peu commerciales, et c'est comme ça que du coup le Ami de cœur que tout le monde connaît maintenant a été un peu introduit parce que Alexandre, il avait envie de trouver ce petit symbole que tout le monde allait reconnaître dans la rue et qui allait être et qui est maintenant un des best-sellers là-bas, quoi. Ce qui est assez dingue. C'est intéressant parce que justement, Nicolas est passé sur le podcast de Mathieu Stéphanie. Ouais, Justement, il parle c'est super ce podcast. Il est vraiment bien. Je vous invite aussi à l'écouter. Et c'est vrai qu'il parle justement de ce logo. Il me semble que ça vient du fait que Alexandre mettait ça C'est la signature d'Alexandre en sur fait. les dessins. Parce que nous, quand on réfléchissait à ça avec lui et avec les stylistes, il y a eu plein d'idées qui sont sorties. Et en fait, on le voyait, il signait des cartes où il part du A, il fait son cœur, il finit, et hop, il met la barre.
Et en fait, il a dit, mais c'est ça en fait qu'il faut qu'on fasse. Et du coup, hop, ça a été redessiné avec la typo qu'il y a maintenant et tout. Mais Alexandre, en fait, depuis toujours, signe tous ces petits mots avec le A, le cœur et hop, la petite barre. Toi, ce logo, il est arrivé quand tu étais chez Ami. Ouais, ouais. Et justement, Nicolas en parle un petit peu dans le podcast, mais peut-être que tu pourrais aussi nous donner ton avis. Comment tu fais parce que justement, si c'est ce qui marche bien, c'est ce qui fait aussi connaître la marque et sa renommée, comment tu fais pour ne pas en abuser? Parce que la tentation voudrait que tu le mettes partout, sur toutes les pièces. Forcément, on voit toutes les marques, que ce soit Lacoste, Ralph Lauren, même Maison Kitsune, toutes les marques qui ont un petit crest logo, Kenzo, par qui je suis passé aussi, avec la petite tête de tigre. Voilà, alors c'est très dur de ne pas en abuser, c'est très dur de pas en abuser pour pas lasser les gens, mais c'est dur de pas en abuser pour pas faire de l'oseille aussi, tu vois. Donc c'est ça la tentation est dure ça peut faire beaucoup d'argent, mais ça peut saouler les gens en même temps. Donc du coup, on peut très vite les lasser. Par exemple, pour une marque comme Ami, parce qu'en plus Ami, c'est une marque complexe parce qu'il y a une clientèle qui est super différente. Il y a à la fois des gens très pointus mode et à la fois, entre guillemets, un peu monsieur tout le monde. Le Ami de cœur, on peut en croiser dans chaque ville de France. Moi, je pense qu'il n'y a pas un endroit où je vais en France, même reculé, où on ne va pas forcément croiser un Ami de cœur, quoi. Donc, c'est très dur. Mais ça, c'est le boulot, justement, du chef de produit, de la directeur de collection. C'est son travail enfin, maintenant des merchandisers. Parce que maintenant, il y a des merchandisers collection. Et c'est tout ce boulot de faire un bon équilibre entre le petit logo qui nous fait connaître, les pièces un peu commerciales et les pièces très images. Justement, tu touchais aussi à ce point de la partie merchandising. Ouais. Et après, je pense qu'on en reviendra aussi par rapport à ton parcours et comment toi tu t'es construit. Est-ce que tu peux juste nous expliquer la différence quand tu es dans une maison un petit peu plus grande et que les postes sont scindés? Ouais. Qui est responsable de quoi? Alors en fait, par exemple, moi, quand chez Ami, c'était. Alors maintenant, c'est scindé, ils ont du merch et du développeur. Mais à l'époque, c'est ce qu'on appelait le chef de produit. Et en fait, moi, j'ai découvert ce métier quand je suis arrivé chez Kenzo. Donc chez Kenzo, je suis parti de chez Ami pour aller chez Kenzo parce qu'il y avait un DA que j'adore qui allait arriver, qui s'appelle Felipe Oliveira Batista, qui venait de Lacoste. Quelqu'un que j'aime beaucoup et qui est adorable. Et du coup, ça m'a donné envie d'aller chez Kenzo, même si le métier sur le papier, c'était pas vraiment ce que j'aimais de prime abord. Donc le métier de merchandiser collection, parce qu'il y a des visual merchandisers, il y a des merchandisers retail et des collection merchandisers. Okay. Et donc quand tu pourras aussi nous présenter les alors très simplement, le visual merchandiser, c'est celui qui va faire tout ce qui est les vitrines de boutique, l'agencement sur les racks dans les boutiques. En fait, c'est vraiment du merch visuel. Ensuite, ça marche aussi sur du e-com, parce que du coup, il y a le visuel merch e-com, c'est comment agencer correctement ta page collection, en fait, sur ton site. Donc, c'est la même chose, mais en virtuel. Et ensuite, les merch retail, c'est tous ceux qui vont s'occuper plutôt, les retail merch, on va dire, c'est plutôt ceux qui vont faire les achats pour les boutiques. Donc, quand les marques ont des boutiques en propre et des sites internet aussi, du coup. C'est ceux qui vont faire plutôt les assortiments retail. Donc, qu'est-ce qu'on va proposer pour que le visuel merch fasse son merch dans la boutique. Et ensuite, il y a les collection merch, ce que moi j'étais. Là, du coup, c'est tout ce qui touche au produit. Donc, c'est une relation très étroite avec le studio et avec les développeurs. Et donc là, l'idée, c'est le collection merch, il fait les plans de collection, le plan de collection idéal dont on parlait tout à l'heure. Il va faire les études de benchmark, il va faire les études de chiffres. Donc les chiffres, là en l'occurrence chez Kenzo, on faisait les études de vente du showroom, donc le showroom wholesale, donc quand on vend aux autres, enfin aux ceux qui revendent notre marque, aux revendeurs. Et du coup, nous on étudiait ces chiffres-là pour justement essayer de proposer le meilleur plan de collection pour la saison d'après. Et tout ça, on le combinait avec les études de chiffres des retail merch qui nous donnaient les ventes en boutique et sur le site internet. D'accord. Voilà, donc en gros, ce métier-là, c'est un métier qui est hyper stratégique c'est de la stratégie produit. Basé sur ça, le studio conçoit des pièces. Ouais. Alors le studio travaille lui de son côté.
Ok. Et en fait, nous, on se voyait assez régulièrement pour justement dire, voilà, nous, dans notre plan de collection, sur les chemises, on a 15 cases. Dans les 15 cases, nous, on en a utilisé 8. Donc, vous en avez 7 pour vous. Et dans les 7, nous, on aimerait potentiellement avoir tel type de chemise. Mais par contre, ces 7-là, ils sont pour vous. Donc, qu'est-ce que vous avez à nous proposer? Et c'est là où, généralement, ils nous montrent leurs nouveautés, les nouveaux dessins issus de leurs recherches et des discussions avec l'ODA. Donc voilà, donc ils ont une marge de manœuvre sur une partie Oui, de oui. la L'idée, collection. c'est de pas frustrer les commerciaux, donc le retail et le wholesale, et de pas frustrer aussi les Le créatifs. studio. Ouais. Donc ce métier, il est intéressant parce qu'il faut être un peu un caméléon, parce on parle pas de la même manière à un créatif qu'à un retailer ou un wholesaler. En fait, donc faut vraiment avoir un discours bien adapté parce qu'on veut dire la même chose, mais c'est pas avec les mêmes mots. Parce qu'il y a des mots qu'on va dire à des commerciaux qui vont peut-être froisser un créatif, et des mots qu'on va dire à un créatif que les commerciaux vont pas forcément comprendre. Donc du coup, c'est vraiment ce métier-là, il est cool parce que faut savoir parler à tout le monde C'est un et il équilibre. faut être un peu un caméléon. Donc ça, moi, c'est pour ça que j'aimais bien ce métier-là. Mais bon, le chiffre, c'est intéressant. Moi, j'ai adoré mon expérience chez Kenzo, mais c'est pas un métier que je referais parce que c'est trop chiffre et pas assez produit. Moi, j'ai besoin d'être plus proche du produit. J'ai besoin d'être avec les fournisseurs. J'ai besoin d'aller en usine. Voilà, j'ai besoin de parler chiffon, quoi. C'est ça que j'aime, quoi. On revient du coup au produit. Et donc là, donc c'est à ce moment-là que tu quittes Kenzo. On est en Ouais. 2022 à Ouais, peu en près. 2022, je quitte Kenzo pour diverses raisons. Et là, du coup, je décide de demander une rupture conventionnelle parce que j'ai envie. En fait, le projet Edma, toutes ces années-là, en fait, il a toujours été là. Ça a toujours été par petits épisodes. Et Donc tu produisais des pièces. je produisais des pièces, mais pour le plaisir. C'était souvent, j'utilisais des bases de t-shirts et de sweats déjà existantes et je sérigraphiais dessus. Et voilà, je vendais un peu ça comme ça à mes potes. J'avais pas vraiment de vrai site internet. J'avais commencé un peu l'Insta d'Edma, mais c'était vraiment un peu du bouche à oreille. Et c'était vraiment le fameux kind of laboratory. C'était vraiment en fait, comme j'ai toujours eu cette frustration de la création, dont j'ai pas pu faire mon métier à cette époque-là. Et du coup, ça me permettait de d'exprimer ma créativité en fait. Et en plus dans la mode du coup dans lequel je travaillais, voilà, ça me permettait de faire des choses créatives. J'en tirais pas de bénéfices parce que c'était vraiment limite j'imprimais à la commande quoi. Mais voilà, ça me permettait d'enlever cette frustration un peu créative. Donc à ce moment-là, tu te mets freelance. Je me mets freelance à ce moment-là, ouais, C'est exactement. ça. Et donc là, directement sur la partie Alors, DA pas tout de suite sur le design, ça fait 1 an et demi que je fais ça à temps plein maintenant. Mais là, c'était le freelance, c'était plus un peu plus du conseil un peu en stratégie produit collection. Voilà, donc j'ai fait quelques petites missions à droite à gauche sur des gens qui avaient des petites marques. Je facturais pas grand-chose, mais c'était plus pour essayer de commencer à me faire un peu une clientèle. Et donc du coup, c'est là où j'ai aussi lancé Edma de manière un peu plus professionnelle entre guillemets, où j'ai créé j'ai créé une SASU, donc un vrai statut juridique et avec le comptable et tout ça. C'est là où j'ai commencé à dessiner mes bases. Donc c'est là où je me suis dit en fait finalement pourquoi moi j'aurais pas de légitimité dans le design alors que alors certes j'en ai pas fait mes études et le début de ma carrière n'est pas basé sur ça, mais j'ai une vraie appétence pour ça. Je sais dessiner sur Illustrator et en plus bon ma femme m'a beaucoup aidé, ma femme Lisa m'a beaucoup aidé parce elle est designer. Donc on lui passe le bonjour ouais, si elle, si Lisa. elle- si elle- si elle nous écoute. Et c'est vrai qu'on le sent quand on regarde ton feed ou ton Tumblr que tu fais des références Ouais. à elle. Ah oui, mais Et- toujours, Lisa, moi, c'est un peu ma muse, quoi. Genre, elle a un style de ouf, elle est trop belle, et surtout, elle est extrêmement douée dans son job. Franchement, c'est une super designer, quoi. Elle est dans la mode aussi, si Ouais, je on dis s'est pas de rencontrés bêtises. chez Ami. Je voulais te poser la question et je voulais. On s'est rencontrés chez Ami. Moi, j'étais développeur, elle était styliste. On s'est rencontrés là-bas. On s'est mariés il y a 1 an. Félicitations. Merci. Et maintenant, elle travaille chez Sœur,
qui est une marque que j'aime beaucoup, beaucoup aussi. Vraiment très très jolie marque. C'est incroyable. En termes de design, de matière, d'image aussi, c'est vraiment une marque qui explose et qui va avoir encore plus explosé, je pense, et que j'aime beaucoup. Non, j'adore J'adorais s'ils pouvaient faire la même collection femme qu'à l'homme, je pense que je suis client numéro 1. Ouais, mais j'adore la direction artistique et c'est magnifique. La direction artistique, c'est Zoé qui le fait, qui est hyper douée aussi. C'est vraiment une chouette marque. C'est vraiment une belle marque. Bah, étant donné que tu l'as abordé, on peut aller sur Enma, si tu veux. Oui. Donc du coup, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Enma parce que voilà, t'as commencé à le mentionner, Kind of Laboratory. Alors Enma, la base de base, ouais, c'est un genre de laboratoire pour moi, parce que au début je me sentais pas légitime de par mon parcours, parce que dans la mode c'est très dur de changer de métier avec des métiers aussi clivants l'un l'autre. Donc tu vois, de faire du développement et de faire du design, c'est dur d'aller de l'un à l'autre. Tu peux faire des achats, tu peux faire plein de choses quand tu es développeur. Aller sur le design, c'est un peu plus compliqué parce que si tu n'as pas fait les études, les gens te prennent pas au sérieux. Et c'est très difficile de trouver quelqu'un qui te fasse confiance à ce niveau-là. D'ailleurs, je me permets de remercier du coup Benoît, le fondateur de Bonne Gueule, qui m'a donné cette opportunité. Et je le remercie vraiment beaucoup parce que personne ne m'aurait donné cette chance-là et m'aurait fait confiance sur ça. Et grâce à lui, je m'épanouis beaucoup et j'ai plus de légitimité maintenant. En tout cas, ouais, on lui passe le bonjour et j'ai un énorme respect pour lui et tout ce qu'il a réussi à créer avec Bonne Gueule et avec Geoffrey. Donc, on leur passe le bonjour. Et donc du coup, en 2022, quand je quitte tout ça, du coup, je me lance, je me dessine mes bases. Je me suis autofinancé. J'ai pas voulu emprunter d'argent. Donc, ce que j'avais gagné et mis de côté en fait dans mes années précédentes m'a permis en fait d'avoir un petit pécule pour lancer une marque, parce que faut pas oublier, je vois beaucoup de formations sur Insta qui te proposent de lancer ta marque en 5 étapes, etc. Ça, c'est faux, c'est des mensonges, ne les écoutez surtout pas. Créer une marque, c'est très dur. Ça demande du temps, des compétences et de l'argent. Même une petite marque. Moi, j'ai commencé avec du jersey, des t-shirts, des sweats, des casquettes. Et c'est des produits très simples. Mais j'ai dessiné tous ces produits, je les ai fait développer. J'ai eu de la chance d'avoir un parc de fournisseurs avec qui je bosse depuis 13 ans et qui me suivent un peu partout dans toutes les marques chez qui je passe. Même chez des clients maintenant, je les ramène. C'est des gens qui sont des super personnes qui bossent trop bien. Et ces gens-là, de par notre passé amical, m'ont accepté de me faire des petites quantités. Mais il ne faut pas oublier qu'un fournisseur, lui, pour qu'il soit rentable sur une chaîne de production, souvent, il faut lancer 300 pièces. En fait, on en a parlé effectivement dans les autres épisodes. Il y a toujours quand même cette problématique de minimum de production. Ouais, les minima de production, c'est dur. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des fournisseurs qui me connaissaient, qui m'appréciaient et qui ont accepté de me faire 30, 40, 50 suites au lieu de 300 en me faisant payer le prix de 300. Donc ça, c'est quand même super parce que ceux qui acceptent, ils mettent des majorations qui sont telles que c'est pas du tout rentable. Donc moi, j'ai eu cette chance-là. J'ai dessiné mes premiers t-shirts parce que moi, j'ai pas forcément un corps de mannequin et du coup, j'avais du mal à trouver des t-shirts et des sweats qui sont quand même des pièces basiques, mais qui étaient fitées parfaitement pour moi. C'est-à-dire la bonne longueur, la bonne largeur, le bon col, la bonne manche. Chaque fois, il y avait un truc qui allait pas. En fait, c'est une pièce simple, mais c'est rare d'être très satisfait d'un t-shirt. Ouais, en fait, c'est super dur de trouver un peu. Le t-shirt parfait n'existe pas. Le t-shirt, moi, qui me fitait bien. Voilà, dans lequel je me sens bien, avec le bon poids de matière, tu vois, le bon col qui monte bien, etc. Du coup, je me suis dit, je vais prendre les 4-5 t-shirts préférés que j'ai dans mon dressing et je vais essayer de les combiner la meilleure partie de chacun, tu vois. Et j'ai pris les manches de l'un, le corps de l'autre, la longueur d'un, voilà. Tout ça a fait que j'ai créé mon premier t-shirt Edma, mon premier sweat crewneck et mon premier hoodie. Mais vraiment, pas en me disant c'est ce que les gens attendent, c'est ce que moi j'attends. Parce que moi, je n'ai pas voulu créer une marque pour faire des millions tout de suite.
J'adorerais faire des millions, Bientôt. mais je veux pas. Moi, la mode, ça prend du temps. Ça prend du temps pour être connu, ça prend du temps pour que moi, j'aime ce que je sors, pour trouver mon image, etc. Donc, voilà, j'ai voulu prendre mon temps, j'ai voulu faire des vêtements pour moi. Et donc, c'est là où mes premiers t-shirts, sweats et hoodies, casquettes sont sortis. C'est vraiment des choses que je voulais, avec le bon poids, la jolie broderie, etc. Parce que Voilà. justement, donc ça, donc sur le t-shirt, donc tu pars de pièces que tu aimais pour essayer de Mhm. combiner en fait Ouais. toutes les parties que tu appréciais. Donc après, tu le dessines à la main ou sur Non, alors moi, Illustrator? Comment? je suis pas très bon en dessin. J'essaye de m'améliorer. Ouais. Mais comme quoi, Mais on peut en faire fait, sans moi, en fait. je dessine sur Illustrator. Donc, c'est du dessin vectoriel. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que soit je prends des photos de pièces que j'ai, et en fait, après, je décalque mes points en fait sur Illustrator via une photo. Ou sinon, après, je dessine et je mets sur un mannequin ce que j'ai dessiné aussi, et pour voir les proportions. En fait, la mode, c'est toute une question de proportion. Et du coup, voilà, en fait, je dessine à plat sur Illustrator, et ensuite après, je le mets sur un mannequin et j'ajuste les proportions. Et après, en fait, je fais un petit tableau de mesure que j'envoie à l'usine. Et généralement, ce que je fais, c'est que moi, j'envoie mes pièces vintage aussi à l'usine. Comme ça, ils voient les détails pour les finitions, et ils voient comment la manche elle tombe bien, etc. Et voilà. Donc, du coup, Et du coup, quand tu mets sur le mannequin, c'est en physique? non, 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 non. Quand je c'est dis sur. mannequin, c'est un mannequin que j'ai dessiné à plat sur Illustrator, sur lequel je viens mettre mon dessin pour ajuster les proportions après ensuite. Ok. Et Voilà. donc après, il y a le choix des matières. Mhm. Enfin, t'envoies ça à Ouais. l'atelier, mais pour les premiers prototypes. Alors, les choix des matières, bah, moi, j'avais une matière que j'aimais trop, que j'avais sur un t-shirt, un vieux t-shirt vintage. Du coup, je l'ai envoyé à mon fournisseur, et moi, j'ai de la chance d'avoir un fournisseur qui, en fait, est intégré verticalement, c'est-à-dire qu'il fait absolument tout. Il achète les bobines de coton, il tricote la matière, et il a une petite teinture maison sur lequel il fait des essais de teinture, et il a ses chaînes de production pour le montage. Du coup, en fait, moi, je lui ai envoyé la matière, et c'est un passionné de matière. Et du coup, il m'a dit: «Ah bah oui, mais j'ai déjà fait cette matière-là». Il m'envoie des petits morceaux de matière, et en fait, moi, je regarde, par rapport à ça, effectivement, la matière était très approchante. Du coup, je lui ai dit: «Bah, on part sur cette matière», et de là, est sorti mon premier proto avec beaucoup d'émotion. En fait, quand on design des vêtements, ou même quand on est développeur produit, les produits, c'est nos bébés, quoi. Donc moi, là, en plus, c'était ma marque, c'est aussi mon petit projet. Donc forcément, quand j'ai reçu mes premières pièces, j'étais un peu ému. Puis là, ça devient réel. Parce Et que. là, ça devient réel parce qu'il y a une étiquette. Parce que du coup, j'avais fait développer une étiquette tissée avec le nom de la marque pour que ça fasse vraiment plus une vraie marque sérieuse. Là, je reçois mes premiers protos, mes essais de print, de broderie, de couleurs. Voilà, là, c'est vraiment réel. Entre-temps, j'ai fait un site sur Shopify que j'ai codé tout seul. Mais bon, je dis coder, c'est un bien grand mot, hein. Mais voilà, j'ai créé mon site en fait sur Shopify, qui est une très bonne base, assez peu onéreuse finalement pour commencer. Et vraiment, ouais, si vous vous lancez, enfin, ne vous posez même pas la question. Ouais, Je pense vraiment que. Shopify, c'est voilà, allez-y les yeux fermés, c'est hyper simple d'accès, il y a un super back office, et c'est assez facile à mettre en place finalement. Parce que moi, mon site, enfin après, moi je le trouve cool mon site, mais mes potes, un de mes meilleurs copains, Lou, c'est son métier, lui, de faire des sites internet pour ses clients, m'a dit il était pas si mal pour quelque chose d'un peu homemade. Donc, du coup, Non, mais il est vraiment bien. Je trouve que on sent vite ton univers en fait. Même mhm. sur le display des pièces, en Ouais, fait, on voit. Enfin, tu vois, c'est particulier. C'est pas une boutique quand tu vas sur Liseré Rouge. ouais, Tu vois, on a un display qui est très classique par ouais. rapport à d'autres sites. Moi, j'aime bien les choses. Moi, je suis assez nature peinture. Tu sais, genre un peu droit au but. Donc, moi, ma homepage, je voulais qu'il y ait le nom de la marque et vite fait les onglets de navigation. Et après, je veux du produit. Ouais. En fait, moi, c'est comme ça que j'aime la mode, c'est le produit. Moi, j'aime le produit, j'aime les matières. Et du coup, je voulais que sur le site, dès qu'on arrive, bam, il y a tous les produits. Hop, du coup, j'ai fait mon petit visuel merge dessus, tac, tac. Mais voilà, droit au but, produit. Justement, comment tu l'as construit ta page? Est-ce que. À Bon, quel point tu te prends la tête dessus? la page, je me suis un peu pris la tête parce qu'en fait, faire du simple,
C'est faire un truc épuré, c'est pas forcément facile. Et non, du coup, moi, j'allais voir un peu des sites que j'aimais bien. Stussy fait très bien. Ce genre de produits vraiment où c'est pas porté, c'est que des produits à plat, des packshots, et ça, ils le font super bien. Ouais, il y avait des marques, je me souviens à l'époque, Antisocial, Social Club aussi, marque qui faisait des sweats et des t-shirts aussi que j'aimais beaucoup, que j'aime toujours d'ailleurs parce qu'ils existent toujours, et ils faisaient ça en fait. Homepage, que les produits de Robut, ça j'aimais bien. Alors, à terme, peut-être que j'aurai un site un peu plus conventionnel avec des jolies photos, etc. Mais c'est vrai que moi, j'aimais bien voilà, produit simple, présentation simple. C'est vrai qu'on retrouve, je trouve, c'est que mon avis, mais un petit peu ta patte. Il y a un côté un peu brut, presque Hmm, collage, et c'est vrai qu'on le un retrouve peu dans... bourrin, ouais. Ouais, et on le retrouve un petit peu, je l'ai pas dit, mais... Si, si, mais tu peux. mais on le retrouve aussi dans ton Instagram. En fait, Ouais. ouais, il y a des photos assez brutes Ouais, et des moi, photos... moi, je suis pas très filtre, tout ça. Moi, je fais pas mal de photos à l'argentique et je les retouche jamais. C'est-à-dire que moi, je les reçois en numérique et si je les aime, je les poste comme ça de but en blanc. Alors si ma seule petite DA Instagram, c'est que je mets un petit cadre autour de mes photos, ce qui fait que les bordures blanches sont un peu plus épaisses. Moi sur mon Insta, mais c'est voilà, c'est le côté, c'est parce que moi je suis un bébé Tumblr aussi, tu vois, j'ai eu Tumblr avant d'avoir Instagram et j'aimais ça sur Tumblr, le fait qu'il y ait des gros écarts blancs entre les photos, je trouvais ça super beau, ça fait très mood board en soi, et du coup Et tu voulais le reproduire j'ai essayé de sur... refaire j'ai essayé de faire ça sur mon Insta aussi. Mais ça se voit et ça, encore une fois, ça rend super bien. Euh, du coup, donc là, sur le t-shirt, t'as fait combien de prototypes? Est-ce que Sur le t-shirt, c'est allé assez vite. Je crois que j'ai fait 2 protos. Et pour les suites aussi, j'ai dû faire 2 protos. Je me souviens que pour la première collection, j'avais refait faire des lab dips. Donc les lab dips, c'est des essais couleurs. Donc je les avais refait faire parce que la couleur me plaisait pas trop. Mais ça allait assez vite finalement. Et surtout, en fait, on essaye d'être très efficace parce que les protos, c'est payant. Et du coup, voilà, je n'avais pas envie de mettre trop d'argent, donc je voulais être assez efficace dans mes commentaires et assez pertinent dans mes commentaires aussi pour éviter parce que parfois on peut faire 5, 6, 7, 8 protos. Et moi, j'avais pas les ressources financières pour faire trop de protos. Donc voilà, j'ai pas fait trop de protos, mais et pareil, quelqu'un qui veut monter sa marque en termes de proto, c'est de l'ordre de combien si t'avais une fourchette pour un t-shirt après, ou un sweat? en fait, ça dépend des fournisseurs, mais il faut se dire à peu près. Un proto, par rapport au prix sorti d'usine, ça coûte fois 2, en gros, concrètement. Parce que eux, en fait, ils comptent le prix de la pièce, qui va être le prix sorti d'usine, et ensuite, après, le temps que... Parce que, mine de rien, un t-shirt, c'est simple, mais derrière, il y a quelqu'un qui fait un patronage. Alors là, personne n'a fait de toile, mais parfois, il y a des gens qui font une toile, et ensuite, après, il faut monter le proto. Donc, en fait, il y a quand même pas mal de gens qui ont travaillé dessus, mine de rien. Et du coup, tout ça, et ben, forcément, ça coûte un salaire à l'usine. Donc, du coup, généralement, la norme, c'est bon, si on passe 3000 pièces derrière, on ne paye pas les protos. Mais en l'occurrence, moi, je passais 50 pièces. Donc, du coup, les protos étaient facturés. Généralement, c'est x2. Voilà. Donc, un t-shirt qui va te coûter 17 euros, tu vas le payer 34-35 en proto, quoi, à peu près. Mais bon, tout ça aligné avec toutes les dépenses, plus la prod qui arrive, etc., ben, le budget, ils font assez vite. Mine de rien. Ça peut aller très vite, puis j'imagine qu'aussi il y a peut-être le fait de perturber un peu la chaîne de production pour Ouais, aussi, une bah, pièce. quand on est un petit, moi je suis un petit, et forcément, moi mon fournisseur qui me fait du jersey, travaille pour Ami, il travaille pour Céline, il travaille pour APC, Givenchy, Dior, Vuitton, et du coup, bah forcément, quand eux ils demandent des protos pour le défilé, moi, les miens, ils passent pas en prio. Donc, du coup, il faut gérer ça. Moi, j'ai la chance, et bon, c'est parce que c'est voulu aussi, c'est que j'ai pas de saison. C'est-à-dire que moi, je veux pas me caler sur un calendrier de Fashion Week. Je veux pas me caler. En fait, je fais des drops de pièces quand je les reçois, mais je sais que je suis pas prio et du coup, avoir un rétro-planning pour Edma, ça serait méga compliqué. Parce que du coup, il y a toujours des aléas, il y a une machine qui pète, il y a il y a Givenchy qui veut des protos, etc., qui veut des trucs en dernière minute.
Du coup, moi, je passe derrière. Du coup, avoir un vrai rétro-planning, ça serait un peu compliqué à l'heure actuelle parce que je suis trop petit. Et donc, c'est basé en Europe, si je dis pas de Ouais, bêtises. C'est ouais, ça. c'est basé en Europe, ouais. Moi, je fabrique quasiment tout en Europe et en France. C'est ce que je voyais sur le site, et c'est vrai que les pièces donnent vraiment très envie, parce qu'effectivement, tu en parlais, il y a des beaux grammages à chaque fois. Le Ouais. t-shirt, c'est 250. Les t-shirts, c'est 250 et le sweat, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est 400 et quelques. Ouais, Donc donc, c'est costaud, mais ça reste des pièces 4 saisons. C'est des pièces qu'on peut, autant en hiver qu'en été, on peut les porter. Donc c'est assez chouette et c'est surtout que c'est des vêtements qui bougent pas. Donc parce que moi j'essaye d'avoir un engagement un peu éco-responsable sur ma manière. Je sais que la mode, c'est un secteur d'activité qui est quand même un peu dégoûtant pour notre planète. Et j'essaye de produire de manière raisonnée. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas faire de surproduction. Donc, c'est un côté financier et un côté éco-responsable. Parce que je pourrais très bien lancer 100 t-shirts, je les écoulerai, mais je préfère le faire petit à petit. Donc, je préfère faire des petits drops, quitte à être un peu sold out, c'est pas grave. Mais j'ai pas envie de surproduire, j'ai pas envie de me surstocker, j'ai pas envie de faire venir les choses de trop loin non plus. Donc, c'est pour ça que l'Europe, la France, là, tu vois, je fais un petit teasing, mais pour la prochaine collection qui va bientôt sortir, je vais faire des pièces de chaîne et trame. Donc, ça veut dire veste, pantalon, chemise. Et ça va être full made in France. Donc, à part la matière qui vient d'Europe, mais la confection et la mise au point, tout a été fait en France. Donc ça, j'en suis assez fier. J'essaye de pousser ça. C'est hyper dur parce que du coup, ça fait des pièces avec des marges qui sont pas forcément. Je pourrais le faire ailleurs avec des marges incroyables, mais je crois que j'aime bien le fait de me dire qu'à mon petit niveau, je participe aussi un peu à l'économie française, que j'essaie de faire des circuits un peu courts. Voilà, ça c'est quelque chose, c'est hyper dur dans la mode parce que tu vois, la tentation de gagner beaucoup d'argent vite en faisant des super grosses marges, elle est hyper tentante. Je pourrais faire tout en Chine ou au Vietnam, mais je dormirai pas bien la nuit. Tu vois, genre là, je me dis, je suis content de mettre un peu d'argent, de mettre beaucoup plus d'argent que prévu, mais c'est fait en France, c'est des circuits courts et à mon petit niveau, j'essaye de limiter mon impact. Tu vois, parce qu'on est dans un secteur d'activité qui est dégueulasse pour la planète. Et du coup, j'essaye à mon petit niveau de limiter cet impact-là, quoi. est-ce que tu as vu une différence entre ton... Alors, c'est peut-être dur de faire des généralités, mais entre ton fournisseur que tu utilises d'habitude et la France? En fait, je te dis ça parce que je me rappelle, je crois que c'était une vidéo de Benoît de Bonne Gueule, hein, encore une fois. Moi, je suis fan, donc je le dis. Mais où justement, il parlait du Made in France. Il disait, je crois, hein, que c'est pas si simple par rapport, par exemple, au Portugal, où j'ai l'impression que c'est plus ou moins, ça sera mal dit, mais clé en main, où tu peux avoir le fournisseur qui te propose les boutons, peut-être les fermetures éclair, etc. Là où je crois qu'il disait qu'en France, c'est peut-être parfois moins simple, et ils sont peut-être parfois aussi moins souples. Alors, est-ce que Ouais. c'est ton expérience aussi, Alors, c'était vrai il y a quelques temps, c'est là un petit peu moins parce que je pense que que ce soit des fabricants de matière ou des gens qui fabricants de produits, des fournisseurs de produits, ils se rendent compte en fait que c'est déjà le Portugal devient assez cher, mine de rien. Ça a pas mal augmenté les coûts au Portugal et du coup, il y a pas mal de gens qui commencent à se dire, attends, mais pour quelques euros centimes, je peux peut-être avoir un produit fait en France et du coup, les fabricants français se disent, ah, mais attends, le Portugal, il commence à augmenter. Peut-être qu'il faudrait qu'on revoie un petit peu nos exigences un peu à la baisse, qu'on soit un peu plus souple sur la manière de travailler, parce que c'est vrai que c'est dur de travailler parfois avec des fournisseurs français. Mais non, moi j'ai bon espoir. Il y a pas mal de choses qui commencent à se remonter un peu à droite à gauche. Mais bon, il y a des produits, malheureusement, c'est compliqué de les faire en France. Mais notamment pour moi, sur du workwear et sur du denim, on a des super belles choses en France. Et moi, j'espère que moi, malheureusement, je vais pas les aider à se relancer parce que je suis trop petit. Mais j'espère que grosses machines du secteur pourront aider un petit peu
tout l'artisanat français de la mode, ce qui nous permettra, nous, petits de la mode, de bénéficier peut-être de prix plus cool. S'il y a des gros qui viennent, peut-être que du coup, ils seront plus souples sur les produits, sur les prix, etc. Donc, non, j'ai bon espoir. J'espère que ça se relancera, que j'espère que les marques penseront un petit peu moins à leur CA et dire peut-être que relancer l'économie en France, c'est cool aussi. J'espère que ça, je crois toujours que ça peut arriver. J'espère que ça arrivera. Mais après, je pense c'est aussi ce qu'on essaie de faire avec l'Iserai Rouge, vraiment en soutenant la création et notamment au plus possible la création européenne. Et c'est pour ça que nous, on choisit de prendre aucune commission sur les ventes parce qu'on pense qu'il y a un modèle qui peut se faire comme ça. Mais effectivement, je pense qu'il y a plusieurs petits projets comme ça. Ça peut soutenir le savoir-faire français. Tu vois, typiquement, le deuxième épisode qui est avec Bot, ce que nous disait la créatrice, c'est que c'était des couturières qui travaillaient avant pour Obad. Avant qu'ils délocalisent la production. Ouais. Et donc voilà, donc il y a des marques comme de Bot, des marques de lingerie comme Bot, pardon, qui peuvent soutenir ces ouvrières. Donc voilà, je pense que plein de projets comme le tien, même si individuellement c'est peut-être sans doute pas suffisant pour faire tourner des usines, mais Non, c'est sûr. mais ça va dans le bon sens. En termes de savoir-faire en France, quelle est ta vision? Est-ce que Mais il y a plein de choses. En France, il y a quelques décennies, on était le fleuron de la mode, on savait tout faire. Comme tu parlais de lingerie, on a un savoir-faire chaussures. Tu vois, il y a une marque comme Weston qui fabrique encore à Limoges. Genre ça, c'est vraiment chouette. Alors forcément, c'est des chaussures un peu qui sont pas pour tout le monde, qui sont très chères, etc. Mais en termes de savoir-faire, il y a du savoir-faire en France. Il y a une usine qui s'appelle Bleu Océane, tu vois, qui fait du denim et des teintures, qui est super. Il y a Manufacture Métis, Métis, je crois. Il y a plein de fabricants de matières, tu vois, qui sont hyper cool. Il y a des usines un peu partout. Je sais qu'à côté de Roubaix, il y a des usines qui font des vêtements de travail, mais des vêtements de travail, toutes les marques en font. Du workwear, tout le monde en fait. Pourquoi on n'irait pas fabriquer là-bas, tu vois? C'est ça que je me dis. Il y a des fabricants de chemises. À Limoges, à Limoges, mes parents habitent à côté de Limoges, c'est pour ça que je le cite beaucoup. Mais il y avait beaucoup d'usines à côté. Il y avait une grosse industrie de mode à Limoges. Il y avait des usines de chemises, de pantalons. Il y en a plein qui ont fermé parce que du coup, tout le monde est localisé ailleurs, en Italie, au Portugal, en Chine. Et après, je te parle même pas du Vietnam, Cambodge et Bangladesh, quoi. Mais non, en vrai, il y a un vrai savoir-faire. Je pense qu'il y a encore beaucoup de machines qui n'ont pas été vendues, qui sont sur notre territoire. Et ouais, je pense qu'il y a moyen, il y a matière. Il y a matière à relancer un peu. pour toi, c'est encore tout fait en France, tu penses? Tu penses qu'on sait faire encore tout type de pièces? Ouais, moi je pense, après je sais pas, hein, mais je pense que oui. Je pense qu'il y a tout un savoir-faire. Même les gens qui travaillaient dans ces usines, il y en a encore beaucoup qui sont encore parmi nous. Et il y a plein de formations aussi. Tu vois, genre, il y a plein de formations qui sont dispo en France. Moi, je fabrique mes foulards à côté de Lyon. Et donc, il y a toute une industrie de la soierie et de l'écharpe et du foulard et du carré à côté de Lyon. Il y a beaucoup de mailles aussi de tricot qui est fait dans cette région-là. Donc non, on sait faire plein de choses en France et ça serait cool qu'on puisse relancer ça de manière pérenne, quoi. Et donc ça, c'est prochaine collection, elle est prévue pour quand? Ah, et ben du coup, ça prend du temps. Non, ça prend du temps. Ça prend du temps parce que j'ai aussi envie que ce soit parfait. Parce que là, entre guillemets, je rentre un peu dans la cour des grands. Parce que là, moi, j'étais un petit qui faisait des sweats et des t-shirts. Enfin, j'imagine dans l'imaginaire des gens, Edma, c'est des sweats et des t-shirts et des casquettes. Et là, j'avais envie de dire, voilà, je fais pas que ça. Je fais aussi, là, je vais lancer une chemise, une veste, un pantalon. Là, tu vois, la semaine dernière, on allait faire un essayage avant le proto, donc c'était l'essayage de toile. Ça va être super beau, je suis trop content. J'essaye de travailler un peu avec des dead stocks de matière aussi, parce qu'en plus, moi, ça correspond bien à mes petites quantités. Donc, d'utiliser des dead stocks de matière, c'est parfait. Parce que moi, je vais pas faire 500 vestes et 500 pantalons. Donc, du coup, d'utiliser des fins de stock, c'est quand même cool. Et on a plein d'alternatives en France, du coup, maintenant, qui proposent ça, notamment Nona Source,
Je sais pas si tu connais Nona, mais ça a été créé par quelqu'un avec qui je travaillais chez Kenzo. Et ça, c'est vraiment c'est super parce que ça permet à des petits créateurs comme moi de toucher des matières absolument sublimes à prix hyper compétitif. Est-ce que pour ceux qui connaissent pas, tu peux nous expliquer ce que c'est? Nona Source. Enfin, ce concept justement En fait, de récupérer. Nona Source, ce concept de dead stock, donc en fait, c'est les fins de rouleau. En fait, c'est une boîte qui en fait récupère, rachète ou parfois, c'est des donations, rachète ou récupère des rouleaux, des fins de rouleaux, mais parfois ça peut être des rouleaux de 300 mètres et des maisons de luxe, parce que les maisons de luxe sont des gros consommateurs de matière. Parfois, ils sont obligés de prendre 300 mètres d'une matière pour faire des protos. Et du coup, bah, ils ont la capacité et l'argent de le faire. Sauf que parfois, ce proto et cette matière est annulée. Du coup, bah, il reste quand même 300 mètres de matière. Et donc ça pendant des années, ça dormait dans des stocks, dans les caves de toutes les grosses maisons de luxe. Avant, il y en avait beaucoup qui étaient détruits, mais maintenant, c'est interdit. C'est interdit de détruire maintenant. Et donc, du coup, Romain a eu cette super idée de créer du coup cette boîte Nona Source, qui en fait récupère tous les rouleaux des maisons de luxe. Donc, il y a des matières de Chanel, il y a des matières de Vuitton, de Jacquemus, de Ami. Voilà, c'est des matières qui sont magnifiques, qu'un petit créateur comme moi ne pourrait pas s'acheter parce que le prix au mètre est beaucoup trop élevé. Et en fait, eux, ils le revendent à des prix qui sont super, super abordables. Par exemple, tu vois, un exemple, mais genre une jolie flanelle pour un costume, ça va coûter, on va dire, chez Givenchy, peut-être 45 € du mètre, tu vois. Ben, eux, ils vont le vendre à 15 ou même 10 ou 12, je sais pas, tu vois. Mais ça permet, en fait, pour diviser par 3 le prix d'une matière et que des petits créateurs, des gens qui font des projets pour leur école de stylisme, etc., touchent des matières de ouf pour un prix qui est OK. C'est vraiment une belle Et initiative. surtout que la démarche éco-responsable est quand même assez incroyable puisque ces matières ont une seconde vie. Tu vois, et donc ça, c'est vraiment chouette. Toi, dans ce cas-là, du coup, tu dois acheter de la matière Ouais, pour ta production. ouais. Donc, tu achètes ce dont Moi tu as du coup, besoin. j'achète, tu vois, genre une veste, c'est, on va dire, 1,80 m de consommation sur une hauteur d'une laisse de 150. Donc, du coup, je fais ça multiplié par mes 30 vestes, par exemple, et ça me donne 50-60 mètres à acheter. Donc, j'achète 60 mètres, par exemple, si je veux être un peu large, s'il y a toujours un peu faut toujours prévoir. Donc, j'achète 60 mètres. Donc, du coup, pour le pantalon dans la même matière, j'achète 120 mètres. Voilà. Mais c'est cool parce que Nona Source, parfois, bon, ils ont des petits rouleaux, mais parfois, je te dis, ils ont des 200-300 mètres. Et du coup, moi, ça peut me permettre de toucher une super belle matière pour 3 fois le prix, divisé par 3 le prix, et d'avoir des jolies pièces, quoi. Justement, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur tes pièces. Mhm. Déjà, au tout début, d'où vient ton inspiration? Comment tu fais pour... L'inspiration, c'est ce que moi j'ai envie de porter. Ça, c'est déjà, enfin voilà, moi j'ai envie, comme je t'avais dit précédemment, moi j'aime bien faire des vêtements dans lesquels je me vois. Je fais pas des vêtements pour les vendre, je fais des vêtements parce que j'aime les dessiner. C'est un peu comme un peintre ferait sa toile, tu vois, il va pas faire une toile pour la vendre, il va faire une toile parce que c'est son inspiration du moment et qu'il a envie de peindre ça. Moi, j'ai envie de dessiner ça, j'ai envie de porter ça. Au fil des années, j'ai réussi à aiguiser un peu mon œil et mon look, entre guillemets. Je suis pas quelqu'un de méga pointu non plus, mais j'ai une grosse influence japonaise. J'adore les matières japonaises. Je trouve que les Japonais, les Coréens, ils sont hyper avant-gardistes sur plein de choses. Ils adorent le workwear et le denim. Le denim, ça vient de Nîmes, mais les Japonais ont un savoir-faire dans le denim qui est assez ouf. Du coup, voilà, moi, mes inspirations sont très japonaises, on va dire. Très japonaises et très workwear. C'est ce que j'aime porter. Voilà. Et donc, les pièces Edma, forcément, c'est ça aussi. Ça vient un peu de là. Là, les prochaines pièces qui vont sortir, il y a des grosses influences japonaises dedans, dans une matière qui vient du workwear aussi,
qui est toujours des matières très brutes, des matières simples mais brutes. Tu vois, genre un peu, voilà, franc du collier, quoi. Enfin, c'est un peu ce que je suis moi aussi. Et du coup, j'aime bien que ça transpire aussi dans mes créations, dans les matières que j'utilise, dans les designs. Simple, efficace, fonctionnel, confortable. Voilà, moi, c'est comme ça que j'aime porter les vêtements. Moi, je veux me sentir un peu chic, mais je veux être bien dans mes vêtements. Tu vois, si je devais être chic avec un vêtement dans lequel je me sens pas bien, je le porterais pas. Tu vois, même une veste de costume, j'ai besoin d'être bien dedans, j'ai besoin de pouvoir faire du vélo avec. Un pantalon, faut que je sois bien dedans, faut que la matière tienne. C'est pour ça que j'aime les matières un peu rustiques parce que voilà, il faut que ça soit résistant. Et puis la mode, j'ai pas envie de consommer de la mode H24. J'ai envie de craquer sur une belle pièce, mais cette belle pièce, je vais la garder longtemps. Mais c'est vrai qu'on le voit sur tes pièces, il y a une marque quand même, il y a certaines choses, et j'aimerais bien qu'on y revienne juste après. T'en parlais dans tes expériences précédentes, comment justement tu fais pour avoir un équilibre entre la créativité et en même temps la partie commerciale? Parce que c'est vrai que c'est pour toi Ouais. et que ça te Parce que plaise. voilà, le but du jeu, c'est quand même c'est de se faire plaisir et tu vois, alimenter un peu mes névroses créatives. Mais l'idée, c'est quand même de vendre aussi. Donc moi, j'ai de la chance, c'est que j'ai un style qui est pas non plus, mais comme je disais, pas très pointu, enfin pas méga pointu. Donc forcément, j'ai l'impression que ce que je porte, c'est quand même assez commercial, même si je porte des volumes assez larges quand même. Il y a quand même un public pour ça maintenant, beaucoup. Je le vois même chez Bonne Gueule, il y a beaucoup de clients qui avant aimaient beaucoup les choses un peu slim et qui sont très contents des nouvelles shapes qui sortent, qui sont un peu plus amples. Donc moi j'ai la chance, voilà, d'avoir cet équilibre un peu. Mes pièces sont un peu créatives et un peu cool, mais à la fois ça reste commercial, tu vois. Donc voilà. Moi j'ai pas trop la question à me poser, donc j'ai pas trop le dilemme à Donc tu te avoir. freines pas dans Non, je ta... me freine pas. Je Ok. me freine pas parce que je sais très bien que ce qui va sortir de ma tête, euh, in fine, ça restera quand même des choses portables. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu certaines pièces ou certaines choses qu'on peut trouver sur tes pièces? Par exemple, je pense notamment, il me semble que ça représente notamment un soleil Mhm. sur certaines pièces. Ouais. Il y a aussi des slogans. À un moment, Ouais. il y a un suite. Alors j'ai été très slogan à un moment donné. Je me suis un peu freiné. Ma première collection était très portée sur le cul, Alors, avec des punchlines un peu cul, mais il y avait beaucoup ouais, ça, et puis même on le voit aussi sur ton Instagram. ouais. Ça tourne parfois autour de Mais ça. j'avais en fait, je sais pas, en fait, ça m'est venu comme ça. J'avais envie de faire, un truc un peu décalé. Donc c'est pour ça que j'avais fait des pièces un peu neutres et j'avais fait des pièces un peu plus décalées et marquées. Mais ça, c'était vraiment sur la première collection. Sur la deuxième, c'est un peu plus tourné autour de la nature. Oui, parce que justement, à un Mais moment, il y a un slogan Make Mother Nature Proud. ouais, ça, c'est des petites punchlines qui me viennent un peu comme ça. Je trouvais ça cool. Ça fait pas non plus de moi un militant pour le climat, tu vois. Mais non, moi, je trouvais que la punchline était mignonne et surtout graphiquement, ça marchait bien. Le fait de le mettre au milieu du dos et pas en haut comme tout le monde ou sur la poitrine, etc. Je trouvais ça, de le décaler un peu au milieu, je trouvais ça cool. En fait, j'avais croisé un mec en scout qui avait un t-shirt avec un slogan, je sais plus ce qu'il avait marqué dessus, et c'était au milieu de son dos. Et je trouvais ça hyper cool parce qu'en fait, quand il est sur son scooter ou sur son vélo, on voit que ça. Et du coup, je trouvais ça assez chouette. Et du coup, c'est pour ça, voilà, tu vois, c'est une inspiration un peu con, mais je l'ai vu comme ça. Et je me suis dit, tiens, faut que je fasse un truc comme ça. Donc voilà, des petits slogans. Le soleil, c'était par rapport à Le quoi? soleil, c'est la carte du tarot de soleil. Voilà. Parce que ma femme est un petit soleil, donc du coup, j'avais envie de faire. J'aimais bien le côté. Le soleil, c'est un truc qu'on aime tous. Le soleil, c'est un truc qui nous met tous de bonne humeur. Ça nous fait le teint bronzé, on est tous beaux. Voilà quoi. Et puis, quelqu'un qui a un petit soleil, tu vois, genre, c'est quelqu'un qui illumine ta vie. Tu vois, genre, on a tous un petit soleil dans nos vies. On aime qu'il fasse beau. Du coup, je me suis dit, tiens, sur un t-shirt, ça marche bien. Et puis, moi, j'aimais bien le côté carte de tarot. En fait, graphiquement, je trouvais que les cartes de tarot, c'est super beau. Et du coup, j'avais envie voilà, de faire une petite carte de tarot. Et du coup, la prochaine collection, je refais parce que j'ai fait un foulard aussi. Je crois que je le porte, ouais. J'ai fait un foulard carte de tarot du soleil. Et là, du coup, j'en fais un sur la lune.
Voilà. Et une raison sur la Lune? Non, bah, la Non. Lune parce que je trouvais ça, je trouvais que j'ai fait beaucoup de recherches sur des cartes de tarot, je trouvais ça hyper graphique et très beau. Du coup, j'ai dessiné un peu ma carte ma carte de tarot de la Lune. Justement, t'allais commencer à en parler, donc c'était une question aussi pour toi. Est-ce que Ouais. tu veux nous présenter ta tenue Ma du tenue du jour? jour. Ma tenue du jour. Alors, je vais partir de bas en haut. Donc, j'ai une paire de chaussures bateau Timberland. Ça, c'est ma chaussure signature. Je crois que depuis que j'ai 15 ans, je porte des chaussures bateau. J'aime trop les chaussures bateau. Je trouve que ça va avec tout. C'est trop cool. Donc, elles sont marron. Pour faire le matchy, j'ai fait une petite paire de chaussettes Uniqlo, marron aussi. J'ai un pantalon en rayure, à rayures de chez Universal Works, marque que j'aime énormément, très workwear et militaire. J'ai une chemise Uniqlo Le Maire, rayée en Oxford, button down. J'ai une veste Uniqlo Le Maire aussi en jean rayé, et c'est le même pas de rayure que le pantalon. Ça, c'est super cool. c'est, ils ne se sont pas concertés, mais bon, ça tombe très bien. Et ça marche vraiment bien visuellement. Je trouve ça très cool. Le denim casse un peu le côté pantalon costume, parce que ça, c'est un pantalon costume à la base. J'ai la veste aussi, mais bon, je voulais pas faire le total look. Et j'ai un petit foulard de chez moi. Donc le petit foulard marron aussi pour rappeler un peu la couleur des chaussures et des chaussettes. Donc c'est le foulard The Sun de Edma Paris, qui est magnifique. Et j'ai un petit bonnet Ami, petit bonnet rouge. Ça, c'est un petit clin d'œil à Alexandre. Ça, c'était sa marque de fabrique quand je suis arrivé chez Ami. Et c'était ce bonnet-là. Et de temps en temps, j'aime bien le ressortir et ça me fait penser à lui. J'adore. Et puis un petit bonnet rouge, ça casse un peu le reste de la tenue. Et j'ai un petit bombers en laine que je viens d'acquérir de Vinted, qui est très beau, qui a été fait en Autriche, qui est super chouette, avec une petite paire de lunettes Wayfarer. Et la tenue marche vraiment bien. C'est la marque du bomber, tu la connais? C'est du vintage, Ok. c'est pas de marque. Il n'y a pas de marque. Eh ben, très bien. Et justement, peut-être pour terminer sur Redma ou même globalement, est-ce qu'il y a il y a des marques qui t'inspirent? Et, Il y en a plein. et, euh, et par exemple, ce serait quoi la collab de tes rêves pour Redma? À la collab de mes rêves, je pense que ça va faire rigoler les gens, mais je le dirai après. Non, moi, les marques qui m'inspirent, en fait, il y en a plein. Enfin, ça serait hyper long de toutes les citer, mais je passe énormément de temps sur Instagram. Non, je passe beaucoup de temps à aller sur des sites internet multimarques, des sites de marques, et beaucoup Insta parce on est abreuvé de énormément d'images en fait sur Instagram. Beaucoup de magazines parce que moi j'aime bien les trucs un peu old school. Tu vois, moi je prends mes notes sur cahier et tout ça. J'aime pas prendre mes notes sur ordi ou téléphone. Et j'aime bien le magazine papier. Tu vois, l'odeur que ça a, les images. Il y en a que t'aimes particulièrement, Des magazines, il y en a plein. J'aime bien Popeye, magazine japonais. J'aime bien Fudge aussi, c'est japonais, mais ça c'est juste que les images et les tenues sont assez chouettes. Qu'est-ce que j'aime bien d'autre? J'aime bien Fantastic Man. Après, bon, un autre magazine, mais qui n'a rien à voir avec la mode, c'est Tools. D'ailleurs, je dis ça parce que j'ai acheté le nouveau hier. Et c'est un magazine qui est plutôt sur l'architecture, le design, mais c'est super inspirant aussi. Et je les utilise parce que pour faire mes gammes de couleurs, parce qu'ils utilisent des couleurs tellement incroyables dans les magazines que souvent je me mets des post-it et parce que j'aime bien telle ou telle couleur, et du coup je me fais petite pipette sur Illustrator pour avoir la bonne couleur, et après je regarde sur Pantone l'équivalent. Mais voilà, j'utilise pas mal ces magazines là, et puis des bouquins après qu'on a à la maison. On aime pas mal les livres avec Lisa, et du coup j'ai plein de bouquins. Tu vois, un de mes préférés, c'est les archives de Carhartt. C'est un livre qui fait genre 400 pages. C'est énorme, mais il y a toutes leurs archives dedans avec des photos, autant skate, hip-hop, des photos de produits, des packshots de produits hyper old school. Ça, c'est super, super. Moi, j'aime beaucoup le workwear, donc c'est hyper intéressant. Tu vois, des livres sur des pièces de l'armée aussi, ça j'adore. Parce qu'il y a beaucoup de détails. Parce qu'eux, ils ont besoin d'avoir des vêtements fonctionnels. Et du coup, il y a beaucoup de détails qu'ils utilisent qui sont hyper cool à rajouter pour de la mode du quotidien, tu vois. Donc, voilà, ça, je lis beaucoup. Et non, les marques, après, bon, je sais pas, il y a plein de marques. Moi, il y a plein de marques japonaises que j'adore.
Puis même les marques de luxe, hein, ne serait-ce que les défilés. Tu vois, moi, je regarde beaucoup les défilés parce que même si je veux pas faire ça pour Edma, il y a toujours une matière, un tombé, un col, un détail qui vont être intéressants à utiliser moi, à retravailler et à utiliser pour Edma ou des volumes. Tu vois, ça, c'est... Voilà. Justement, là, en plus, il y en a eu quelques-uns. T'as eu le temps de les regarder? Là, pas trop, j'avoue, j'ai pas trop regardé. Si, il y en a un que j'ai adoré, Bottega Veneta. Pour moi, en ce moment, c'est la marque Je qui l'ai pas est. vu celui-là. C'est franchement, ils sont trop forts. Tout est beau, quoi. Genre, c'est assez incroyable. Mais j'avoue là, je suis mauvais élève. J'ai pas trop regardé ce qui s'est passé à Paris là, trop là. Donc, faut que je me fasse un petit update là, mais j'ai pas trop regardé. La collab de tes rêves? La collab de mes rêves. Alors, il y en aurait plusieurs, j'avoue, mais Tu peux en donner plusieurs. il y en a une qui est un peu farfelue. Et les deux autres sont un peu moins farfelus. Je vais commencer par les moins farfelus. Moi, j'adorais faire comme il y a des produits que je ferais jamais chez Edma, notamment des chaussures, parce que quelque chose pour les spécialistes. Moi, j'adorais faire une collab avec Paraboots ou avec Weston, parce que c'est français et c'est des chaussures que j'aime. J'ai des mocassins Weston, j'ai des Paraboots. C'est super beau. Mon père avait des Weston aussi. J'ai offert une paire de Weston à ma femme pour ses 30 ans. Voilà, c'est ouf. J'adorerais faire une collab avec une des deux marques pour les chaussures. Après, il y a d'autres collabs un peu plus récentes, mais j'ai un copain qui a la marque, mon copain Arthur, qui a la marque Westward, qui est super beau, qui est super belle aussi, qui a fait une collab avec la marque KU, qui fait des sacs. Clémence KU, que j'adore. Et ça, pareil, vu que moi je fais un petit peu des sacs aussi maintenant, voilà, collaborer avec elle, ça serait juste incroyable. Et voilà, ma collab farfelue. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu envie de faire une collab avec la Fuma. Ok. Voilà. Mais en fait, j'ai été un peu à la campagne, j'adore la nature. Ils font des chaises de camping, ils font des tentes, ils font des doudounes, ils font tellement de trucs. J'adorerais apporter ma vision un peu créative avec leur savoir-faire à eux et faire des chaises de camping, faire une tente, tu vois, même ils font des petits ustensiles en inox. J'adorerais designer des ustensiles en inox avec eux, voilà. La Fuma. Edma La Fuma, j'adorerais. J'ai hâte de voir ça. Non, Ouais. ça pourrait faire Faire un un truc truc un sympa. peu, tu sais, faire un truc un peu genre workwear, un peu camping campagne, tu vois, vêtements de travail, camping campagne, faire un shoot chez mes parents, tu vois, dans la campagne là au milieu des sapins avec des tentes, Un un peu, retour aux un peu, un sources. peu à la Snoopy. Je sais pas si tu connais Snoopy, c'est une marque japonaise qui fait aussi ce genre de choses. Ils font des vêtements et ils font aussi des ustensiles, des choses comme ça. Mais moi, j'aimerais le faire en mode very French, la Fuma, tu vois. Ça serait génial. Ça serait un kiff. Ça serait génial. J'espère que ça va se faire. J'espère qu'ils écouteront, qu'ils Ouais, me rappelleront. on leur enverra en tout cas. Je te promets qu'on leur enverra. On verra ce qu'ils disent, mais je te promets que je leur enverrai. Est-ce que pour terminer peut-être sur Renma, sauf s'il y a des choses que tu voulais Non, ajouter ou... Edma, je suis content parce que ça prend du temps, mais j'ai envie de construire la marque en prenant mon temps, en y allant petit à petit. Tu vois, j'ai fait qui va piano va piano, tu vois, j'ai envie d'y aller pépère. C'est pas une course à l'argent. J'ai d'autres moyens de me rémunérer à côté en faisant du freelance. Et du coup, j'ai vraiment envie de prendre mon temps pour faire la bonne pièce, le bon volume, la jolie matière, la bonne couleur. J'ai envie de faire un joli shooting, j'ai envie de faire une vidéo. Tu vois, je veux prendre mon temps de faire les choses. Et si je dois présenter une collection par an avec des drops un peu à droite à gauche, eh ben je le ferai. J'ai pas envie de faire la course aux collections. J'ai pas envie de me presser. Tu vois, j'ai envie de faire les choses à mon rythme, des choses qui me ressemblent de A à Z. C'est-à-dire dans la création, dans la réalisation, dans la présentation. Voilà, j'ai envie de faire des choses qui me ressemblent. Moi, je suis quelqu'un plutôt slow life, tu vois. Je suis assez casanier, j'aime bien être chez moi. Alors, j'aime bien sortir boire des coups avec mes copains, ça c'est sûr, mais j'aime bien. Ouais, moi je suis quelqu'un de cool. Tu vois, j'aime bien faire les choses calmement, tranquillement. Ouais, je suis pas un hyperactif, quoi. J'ai- et j'ai envie qu'Edma, ça me ressemble et j'ai envie d'y aller tranquille. Et je pense que
il y a plein d'exemples qui montrent que se précipiter, en faire trop vite, faire des levées de fonds, ça arrivera. Je me le souhaite que ça arrive. Et ça arrivera, mais ça prendra le temps que ça prendra. Voilà, je suis pas là, moi je suis pas une course à l'argent, une course à la production, une course à la présentation. J'ai envie de faire les choses comme j'ai envie de les faire. Voilà, c'est le luxe d'être son propre patron. C'est le luxe d'être indépendant. C'est de faire Alors bien sûr, il y a une problématique où il faut payer ses factures, son loyer, etc. Mais moi, voilà, de travailler avec qui j'ai envie de travailler. Je me laisse un peu le luxe et le loisir de choisir avec qui je veux bosser et surtout comment je veux développer ma marque. Il y a plein de gens qui me prennent pas au sérieux, je pense, parce qu'ils se disent, ouais, il met 6 mois à dropper des nouvelles pièces. Ouais, mais voilà, moi, j'ai pas envie d'emprunter d'argent. J'ai la contrainte aussi, forcément, de l'argent, où je peux pas non plus développer à tout va tout ce que je veux. Du coup, là, j'ai bien vendu la première collection. Du coup, j'avais un kiff ultime, j'avais envie de dessiner des carrés en soie. Et donc, du coup, j'ai des lubies comme ça créatives. Mais je pouvais pas le faire avant parce que j'avais pas l'argent pour. Et là, en fait, mon petit kiff, ma petite récompense, parce que moi, je me paye pas chez Edma. Donc, moi, ma récompense un peu, c'était de me dire, là, j'ai dégagé un peu d'argent de bénéf. Du coup, ben, je vais développer des foulards. Ça coûte de l'argent parce que c'est des produits hyper luxe. C'est un carré 100% soie fait en France. Mais voilà, moi, mon petit plaisir, c'est me dire, ben voilà, ma récompense, mon salaire, c'est de développer mes foulards. Et là, tu vois, pour la prochaine collection, vu que j'ai bien vendu les foulards et la collection, ben, c'était de me dire, bon, ben, mon rêve, c'était de faire du chien et trame, veste, pantalon, chemise, ben, je vais le faire. Je vais pas me payer. Du coup, je vais dégager zéro bénéfice parce que je vais tout réinvestir. Mais par contre, t'imagines même pas le bonheur que ça me procure de voir sortir une veste, un pantalon et une chemise Edma, tu vois. Genre, c'était un rêve. Et en fait, chaque fois que je vais plus loin, c'est un nouveau rêve, tu vois. Genre, peut-être que bah, j'adorerais faire des manteaux. Ben, le jour où je ferai un manteau, ça sera un petit rêve coché, tac. Je cocherai sur ma liste des choses. Ma première collab, ce sera un kiff aussi, tu vois. Que ce soit avec Paraboots ou avec La Fuma, ce sera un kiff, tu vois. Non, mais tu vois, à chaque fois, en fait, c'est un rêve éveillé à chaque fois parce que comme je vais petit à petit, j'ai pas tout d'un coup, tu vois. Genre, c'est genre petit à petit, je le construis et je m'offre ce petit kiff perso d'avoir un nouveau produit en plus et qui à la fin, j'aurai peut-être une gamme complète et ça sera trop chouette. Mais tu vois, d'y aller petit à petit, c'est genre, ouah, c'est tellement cool. Ouais, et puis à chaque fois, tu rends la chose réelle, quoi. Ouais, Ton rêve réel, et exactement. c'est incroyable. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais maintenant c'est terrible, j'ai envie de tout acheter. Donc c'est absolument terrible. C'est vrai que on en a peut-être pas assez parlé, mais sur le foulard, est-ce que tu as eu des inspirations particulières Bah, ou... sur le foulard, pour le coup, mes inspirations, elles ont rien à voir avec le foulard. C'est-à-dire que j'ai pas forcément regardé ce que le GOAT du foulard Hermès faisait, tu vois. Alors j'ai regardé juste ce que j'ai regardé un peu chez Hermès, c'est plutôt j'avais jamais dessiné de foulard, c'était plutôt des techniques. Est-ce que c'est des miroirs? Est-ce que c'est des motifs qui se font en face? Est-ce que c'est juste une réplique, le miroir? Voilà, donc c'était plutôt des techniques un peu, voilà, de voir comment ils dessinaient. Et après, en fait, c'était plutôt un magazine, une illustration que je kiffais. Et du coup, j'essayais de l'approprier, de la redessiner. Et du coup, je me suis trouvé une passion pour l'illustration. Et parce que chaque motif sur mes foulards, et tout est dessiné à la main, entre guillemets, sur Illustrator, mais il n'y a rien qui a été pris. Tout a été dessiné, chaque motif a été dessiné, placé. Et ça, c'est tellement. C'est un peu comme faire un tableau, mais de manière un peu 2.0, tu vois. C'est genre un foulard, pour moi, je pourrais l'encadrer. Et ça serait cool. Je l'ai construit comme des tableaux. Donc parfois, c'est des miroirs qui se répondent. Parfois, c'est juste une illustration comme le soleil, tu vois. Ça va juste être une illustration. Là, dans la prochaine co, il y en a des trop, trop chouettes qui arrivent.
Il y en a J'ai hâte. 4 nouveaux qui arrivent, là, je suis trop content. Et surtout, c'est un produit, j'avais un peu peur. Parce que moi, j'en porte beaucoup en tant qu'homme, mais j'avais un peu peur que les hommes n'achètent pas. Et en fait, j'en vends beaucoup, beaucoup aux hommes. Et de plus en plus, les hommes en portent des foulards. Et pas que des foulards en coton, des foulards en soie aussi. Ça peut paraître, tu vois, ça shine un peu, quoi. Mais ça pourrait paraître un peu féminin, mais je trouve que, enfin, j'ai l'impression de la manière dont je les dessine, ça fait pas que féminin. Il y a moi, j'ai beaucoup de femmes qui achètent chez Edma, mais mais les foulards, il y a beaucoup d'hommes et je suis très content. Et d'ailleurs, c'est mon erreur, je voulais qu'on en parle un moment, mais c'est vrai que Enma, les pièces sont unisexes, Ouais, c'est moi, ça? j'aime cette mode un peu unisexe. Bah, tu vois, je vois ce matin, par exemple, Lisa, elle est partie. Sur son outfit, il y avait 3 ou 4 pièces à moi. Donc, tu vois, j'aime ce. Alors, bon, on n'a pas le même gabarit, heureusement pour elle. Mais non, mais du coup, elle porte mes vêtements de manière un peu plus oversize et c'est cool de voir qu'on peut aller piocher chez l'un chez l'autre. Moi, tu vois, j'ai des jeans Uniqlo que j'achète à la femme. Donc, du coup, tu vois, c'est cool qu'on puisse un peu s'échanger un peu les vestiaires. Et moi, pour être tout à fait honnête, j'ai regardé il y a 2 jours sur mon back-office et j'ai 50-50 en clientèle homme-femme. Ah ouais. Donc, vraiment, pour le coup, je suis pile, mais vraiment 50-50. Alors quand tu l'as lancé, tu pensais qu'il y aurait plus d'hommes? Non, je l'ai lancé de manière vraiment unisexe, mais en me Ok. disant, c'est peut-être des produits plutôt masculins. Parce que moi, forcément, j'ai un background très mode homme et un peu moins mode femme, même si j'adore ça. Les volumes femmes sont juste incroyables. C'est un autre taf, hein, mais c'est pas tous les mêmes proportions, mais c'est hyper intéressant. Et je pensais qu'Edma serait plus homme que femme, mais voilà, je suis très content de m'être trompé. Et je suis très content de croiser dans la rue des femmes qui portent des pièces Edma, c'est super cool. Des sacs, des foulards, même des pulls, tu vois, c'est vraiment chouette. D'ailleurs, j'ai fait un jogging droit assez cool, un peu large, et ça, pour le coup, je l'ai plus vendu aux femmes qu'aux hommes. Donc ça, c'est assez. Et j'ai croisé des gens dans la rue avec, c'est très cool. Ah, c'est marrant. Ça doit faire bizarre de voir. Ouais, au début, c'est bizarre, mais j'avoue, ça fait du bien au moral. Parce que bah forcément, moi, j'ai des ventes qui sont bien, mais bah forcément, noyé rien que dans la population parisienne, je pensais pas un jour que j'allais croiser quelqu'un portant du Edma. Et j'en ai croisé plusieurs. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et j'ai des clients qui achètent et qui m'envoient un message en me disant ah, j'ai vu quelqu'un dans la rue que j'ai arrêté pour demander d'où ça venait. Et du coup, me voilà, j'achète. Donc ça, c'est assez cool. Et ça y est, ça commence à venir là. Petit à petit. Mais Ouais, c'est vrai que je me mets à ta place en tant que créateur, et c'est vrai que voir ces pièces dans la rue, ouais, parce que quand c'était proche, bon, tu dis qu'il y a un petit peu ouais, d'affect, oui, etc. Mais là, ouais, ouais, de la voir, c'est comme Kevin sur la partie jean qui nous paraît être ses ouais, premières ventes. Je me dis aussi, voilà, la première fois que c'est quelqu'un que tu connais pas qui ouais. achète tes pièces. En vrai, c'est super cool et on a trop envie de leur faire des bisous et des câlins en disant merci, merci. Je le fais pas, mais. Il n'aurait Non, pas mais c'est de vrai que bisous ou de câlins d'Edouard. mais c'est vrai que c'est. Non, mais c'est vrai que franchement, c'est chouette et parce qu'en fait, on va pas se mentir. Moi, j'ai déjà failli baisser les bras. C'est hyper dur. Psychologiquement, c'est dur de se lancer. On se rend compte que ça, quand je disais que monter une marque, c'est pas juste 5 étapes à faire avec une formation à 500 € sur Instagram. Monter une marque, c'est beaucoup plus dur que ça. Et c'est surtout très dur psychologiquement. Parce que bah, forcément, quand on est. En plus, moi, je suis tout seul. Enfin, maintenant, j'ai quelqu'un qui m'a rejoint pour m'aider. Mais de travailler tout seul, on se remet en question H24, c'est super dur. Et surtout, les gens sont durs. Alors, avec le recul, c'est bien, mais les gens sont super durs. Et tu vois, quand je disais que parler à un créatif, parler à un financier, c'est un vocabulaire totalement différent, même si on veut dire la même chose, ben, moi, il y a des gens qui ont eu des mots au début super durs pour parler d'Edma, alors que moi j'ai mis 6 mois à faire ma première collection et quand c'est sorti, j'étais stressé mais fier en même temps. Et parfois, il y a des retours, les gens ils veulent pas dire du mal, hein, mais les mots qu'ils emploient sont très durs. Et moi, j'ai failli baisser les bras plein de fois en me disant ah, ça a bien vendu 2 semaines, là ça vend pas très bien, et 2 mois après je suis là, ça a vendu un peu mais pas trop, est-ce que je fais pas une connerie? Et du coup, psychologiquement c'est dur.
On arrive malheureusement vers la fin et Ouais. j'avais encore beaucoup de questions pour Ouais, mais je toi parle trop. Ouais, et donc il va falloir qu'on trouve un moment pour que tu reviennes, je pense. Je Euh, reviendrai avec grand plaisir. ah bah, écoute, j'ai passé en tout cas un super moment avec toi. Donc ouais, sur les dernières questions, il y a une question un petit peu d'actualité. Je pense que l'épisode sortira d'ici un mois, peut-être que ça aurait été annoncé. On a appris hier ou avant-hier, je crois, le départ d'Eddie Slimane chez Céline. Mhm. La rumeur dirait qu'il irait chez Chanel. Toi, tu verrais qui chez Chanel? Je sais pas. Bah, pas forcément lui. Non, je sais pas. Bah, moi, j'avais vu Eddie Slimane, j'avais vu Jacques Mus et j'avais vu aussi Galliano. Et enfin, j'ai lu voilà, une fashion rumeur sur Galliano. Et en vrai, ça pourrait être pas si mal. Ok. Donc, Parce que lui, c'est quelqu'un qui va chercher pas mal dans les archives. Et je pense que dans les archives de Chanel, il y a des très très belles choses. Donc ouais, moi je mets ma pièce perso, elle serait sur Galliano, même si je pense que ce sera Monsieur Jacquemus, à mon avis. eh ben, écoute, on verra ce que Mm. donne l'avenir. Peut-être que Ouais. d'ici là, on aura eu la réponse. Quelle serait, toi, donc, ouais, dans ces dernières questions, ta définition du beau? Le beau, on dit toujours que le goût et les couleurs, c'est quelque chose de très perso. Je pense que le beau, c'est quelque chose de perso aussi. Moi, ce que je trouve beau, c'est pas forcément ce que quelqu'un d'autre va trouver beau. Mais non, moi, ce que je trouve beau, c'est, je sais pas, la vie est belle déjà. Je souhaite à tout le monde d'être heureux comme je suis heureux. Mais non, le beau, c'est tout un tas de choses. Le beau, c'est un état d'esprit. Le beau, c'est une tenue. Le beau, c'est une belle pièce, un joli meuble, un joli manteau, une belle personne. Voilà. Est-ce qu'il y a un quartier de Paris ou une ville que tu trouves particulièrement belle? Alors moi, je vais être un peu chauvin. Moi, je viens du Sud-Ouest, donc forcément, je trouve que moi, j'adore Osogor et Biarritz. Voilà, c'est des endroits dans lesquels où je me sens très bien. Euh, de manière générale, bah, Paris est quand même une très belle ville, mais dans Paris, bah, j'avoue, moi, j'aime beaucoup le 10e arrondissement de Paris. J'y vis depuis quelques années et je trouve que c'est très central, c'est beau. Il y a plein de quartiers différents à l'intérieur de l'arrondissement et on s'y sent méga bien. Donc voilà, moi j'adore le 10e. Est-ce qu'il y a un objet lié à la mode, une pièce ou autre, qui te marque à chaque fois que tu la vois ou qui te fait rêver peut-être à une pièce dont... Alors j'aime beaucoup les sacs. J'aime beaucoup les sacs. J'en ai longtemps pas porté en me disant que c'était plutôt un accessoire féminin. Mais en fait, maintenant, j'en porte tous les jours. Et ça a été une grosse lubie pour moi de vouloir dessiner des sacs. Et du coup, j'ai dessiné des sacs. Voilà. Donc, j'ai des sacs sur Edma que j'aime beaucoup, que je porte tous les jours. Donc, moi, je pense que ouais, un beau sac. Un beau sac. Et en dehors de la mode, est-ce qu'il y a quelque chose que tu vois qui... Alors, j'ai une grosse passion voiture. J'adore les voitures. Je trouve que j'aurais rêvé d'être designer automobile. Je trouve ça doit être tellement jouissif comme métier. J'aime beaucoup les voitures, les belles voitures. Il y en Ouais. a une... Moi, par exemple, quand je vois une 911, je suis Ah obligé de bah, m'arrêter et de la alors regarder. moi, je suis un fan inconditionnel de Porsche. Moi, je suis fan de deux marques, Range Rover et Porsche. Moi, le Defender et une jolie 911 ou une Targa, voilà, ça pour moi, c'est D'ailleurs, magnifique. il y a une jolie photo sur ton feed avec un Range Rover Ouais, j'aime vert. beaucoup les Range Rover et j'aime beaucoup les Porsche. Voilà. Est-ce que tu as un feed à nous recommander en dehors du tien? Parce que Un le feed, tien, il faut aller le bah, vous voir. pouvez regarder, celui de ma femme est incroyable, Machi Machi. C'est On le mettra en description. son feed Insta a son image très beau, très créatif. Non, en vrai, il y a tellement de. Si, alors moi, il y a c'était un Tumblr à la base que j'aimais beaucoup. Alors, si vous allez voir, vous allez dire que c'est très cul, mais c'est The Classy Issue. Moi, c'est quelque chose que je vais beaucoup voir parce que il y a de très très belles images et c'est un super mood board. Et moi, c'est comme ça un peu que j'ai commencé à faire mon mood board, les déboires des doigts, qui sont un peu mon mood board créatif dont je me sers et que j'alimente un peu avec des photos
qui me servent d'inspi pour Edma. Voilà. Et la dernière question, si tu pouvais embellir quelque chose, qu'est-ce que ce serait? Est-ce qu'il y aura Alors, je un dirais objet? pas comme ceux d'avant, je dirais pas la vie, alors que j'y ai pensé à ça. Embellir, je sais pas. Bah, ouais, j'avais envie de dire, on peut juste embellissons nos vies et embellissons nos villes, rendons-les propres, jeter les choses à la poubelle, les mégots, les chewing-gums, les papiers, ça serait hyper cool, parce que Paris est magnifique, mais Paris est dégueulasse. Donc voilà, embellir les villes en mettant plus d'espace vert aussi, ça c'est quand même cool. Moi j'adore des villes comme Amsterdam où tout est très vert et très porté nature, vélo, et ça je trouve ça incroyable. Paris est en train de le devenir parce que faisant du vélo tous les jours, été comme hiver, c'est de plus en plus simple de bouger en bike. Donc ça c'est cool. Donc ouais, embellissons nos vies, soyons heureux et embellissons nos villes. Voilà. Écoute, merci beaucoup. J'ai passé un super moment, Edouard. Moi aussi, c'était trop chouette. J'étais un peu stressé au début, mais là, ça va, c'était cool. Non, mais franchement, j'espère que vous aussi, en nous écoutant, vous avez passé un bon moment. J'espère que vous l'avez senti aussi, mais c'était plein de tendresse et de bienveillance. Et c'est vrai que dans la mode, c'est pas forcément ce qu'on voit le plus. Donc, merci infiniment, Edouard. N'hésitez pas à nous suivre et à vous abonner si ça vous a plu, à nous donner aussi des noms de personnes qu'on pourrait recevoir. Et puis, écoute, merci beaucoup. À bientôt, Edouard. À bientôt.